J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Grosse semaine, pour Roman quand même. Ouais. T'as quand même fait 6000 personnes en Algérie. Ouais. Olympia. Ouais. Grand Rex. Exactement. Café Holo 7. Et Café Holo 7. J'étais exactement. Mec, la consécration. Alors là, la consécration, quoi. Chaque marche est un peu plus haute. T'as vu? Tu finis par le Café Holo 7 en mode au top. Et là, Café Holo 7, t'es tout en haut. T'as une vue de l'horizon magnifique. Et du coup, l'Olympia. Olympia, magnifique, je te jure, j'étais ému. Parce que l'Olympia, c'est quand même. Alors, j'imagine que l'objectif un jour, ça sera que ça soit ton nom. Ouais, complètement. Voilà, ouais, complètement. il y a le côté devant, mais. Bah, que ce soit mon spectacle en fait. Que ce Et soit mon nom, je m'en fous. Oui, non, mais tu vois, genre, Mais si ouais. les lettres devant et tout, tu sais, c'est un peu le côté un peu historique, tu vois, d'avoir ton nom. Et du coup, là, c'est le tarif sur l'Olympia, et là, tu joues à l'Olympia, et il se passe quoi? C'est fort? C'est génial. En fait, j'arrive en plus le matin d'Algérie. Ah, t'arrives le matin Ouais, même. le matin même d'Algérie. Et puis, j'arrive, je suis avec Redouane Bougueraba. Mhm. Donc, ça tape des bars, on prend un petit café devant l'Olympia. C'est super cool. C'est le meilleur arrivé devant l'Olympia. On prend un café avec Redouane, on tape des bars, on se dit, il m'accompagne un peu. Donc, super. Après, là, je visite la salle, je rentre dans la salle, je suis ému. Et donc, je dis bonjour à tout le monde qui travaille là, évidemment. Je fais une petite blague en disant que moi, la dernière fois que je suis venu à l'Olympia, j'étais assis tout au fond là-bas, tu vois. Et t'étais allé voir quoi? Je me souviens même plus. Ok. Ah, je me souviens Mon même seul plus. Olympia, c'est Louis C.K. Ah ouais, j'aurais aimé être là. Bah ouais, c'était un gros moment, mais bon, ouais, c'était mon seul Olympia. Et du coup, toi, t'étais au fond, et là, tu te retrouves sur scène. Ouais, et puis tu vois, la salle, c'est absolument magnifique. Voilà, puis finalement, étonnamment, je m'étais pas mis du tout de pression. Ok. J'étais dans un état d'esprit trop détente. Je venais de passer 5 jours en Algérie, j'avais kiffé. J'ai essayé de pas en faire un gros truc dans ma tête. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je me marrant. suis dit, bah, faire des blagues, c'est ce que tu fais tous les jours. Aujourd'hui, t'as de la chance. Pense pas au fait qu'aujourd'hui, tu le fais dans un. Vas-y, normal en fait. Et donc, j'y suis vraiment allé très naturellement et c'était super. Je fais mes premières blagues et finalement, il y a un gars qui applaudit à une blague et il applaudit tout seul. Tout seul, un mec applaudit seul dans l'Olympia, c'est quand même, ça doit sonner. Je te jure. Et ça fait un truc de ouf parce que tu vois 2000 personnes et un gars tout seul qui applaudit. Et donc là, j'improvise un peu sur lui et je te dis, j'avais le sentiment d'être comme dans les salles de 100. Je voulais retransmettre cette énergie-là, C'est bien, c'est comme bien. toutes les petites salles que j'ai faites de ma vie. Comme si c'était la même chose. Et au final, le kiff. Ok, la première fois qu'on s'est vu, nous, de notre vie, c'était dans une première partie dans le 15e. Ouais, tout à fait. Et après, on a discuté et tu me dis que tu viens de Montréal en fait Mhm. et que tu as fait là-bas une école nationale de l'humour, etc. Et du coup, en fait, ça faisait déjà 3-4 ans que tu fais du stand-up. Ouais, à ce moment-là, ça faisait à peu près, on va dire 4 ans. Ok. Et du coup, tu étais à Montréal. Et pour moi, Montréal, ça c'est un truc dont je voulais parler. C'est que on aime un peu le foot tous les deux. Et l'analogie que j'ai fait, c'est que tu es parti en centre de formation un petit peu. Ouais, complètement, ouais. Très tôt, j'ai su que je voulais faire des blagues. Ouais. Et très tôt, j'ai eu la chance de rencontrer la ville de Montréal. Ok. Et j'ai rapidement vu que là-bas, l'humour, ça prenait, surtout pas l'humour, mais le stand-up prenait une place dans la culture bien plus grande, que c'était vraiment implanté et qu'il y avait une industrie huilée du stand-up, que les gens y travaillaient fort et que le public adorait ça. Et donc, moi, j'aimais déjà énormément le stand-up à ce moment-là. Donc, Et tu as je me suis commencé à aimer le dit- stand-up à quel âge? Parce que je trouve ça ouf d'avoir la maturité. Parce que pour moi, il faut une certaine maturité pour aimer le stand-up quand même. Moi, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 17 ans. Ok. Et Ouais. t'as aimé le stand-up avant? T'as rencontré. Ouais. Enfin, ok, ça, mais c'est ouf, ok. Moi, c'est avec Jerry Seinfeld. En fait, Gad Elmaleh au début, quand j'ai Ok. à peu près 14 ans, 15 ans. Et je deviens fou de ce spectacle, l'autre c'est moi. Parce que je me dis, c'est de l'humour et il nous parle en direct. Ouais. Et c'est le premier semblant de stand-up que je vois arriver dans ma vie. Et là, finalement, de là, je dérive vers Jerry Seinfeld. Ok. Et là, je pète les plombs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 15 ans, je suis chez moi, je me dis, mais c'est extraordinaire ce que je suis en train de voir. C'est ouf, hein. Et je me dis, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et avant, je savais que je voulais faire de l'humour. Ah oui, ok. Je disais, je veux être humoriste. Mais quand j'ai vu ça, je dis, je veux être ça. Sur les cours, premiers cours de. Tu sais, quand t'as une rentrée des classes, tu mettais comme métier humoriste. Ouais, ouais. C'est magnifique. Moi, je me souviens mettre ça sur les bouts de papier depuis très 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 tôt. Et tu fais ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le fais. Et du coup, Montréal, moi j'aimerais bien parler de Montréal parce qu'il y a déjà ce côté, si on prend l'analogie avec le centre de formation, il y a l'éloignement familial. Comment ça se passe quand tu as 18 ans et que tu vas dans un autre pays, tu traverses l'Atlantique pour apprendre un métier qui est un métier. Enfin, tu vois, déjà tes parents ont dû avoir une ouverture d'esprit de ouf pour te Ouais. pour, dire Mais oui, ok. beaucoup. Mais oui. Moi, mon père, il a mis ça sur ma route sans que je me rende compte. Ok. Mon père a réalisé très très vite que. En fait, j'avais des très bonnes notes à l'école, mais j'étais un branleur de ouf. Parce que j'avais un grand problème avec le fait qu'on me dise qu'il faut que je retienne. Tu vois ce que je veux dire? J'aimais pas ça. J'aimais pas la manière. J'aimais pas le cadre dans lequel on voulait que j'apprenne. Et ça me saoulait. Mais j'avais des bonnes notes. Et donc, mon père, il a compris. Il s'est dit, il est pas stupide. Mais il fera pas il ingénieur. fera pas exactement, il fera jamais ingénieur.
Ok. Parce que c'est pas comme ça que son cerveau est conditionné. Et donc, je lisais pas mal, je me renseignais beaucoup sur la culture, j'aimais beaucoup la culture. Je sortais beaucoup. Très tôt, mon père me laissait très très libre en fait. Ok. J'allais dans Paris tout seul. Je me souviens, j'avais 14 piges, je vivais dans le 94. Je prenais mon métro, j'allais marcher tout seul dans Paris. Je prenais des cafés en terrasse et je lisais des bouquins. Tu vois ce que je veux dire? Sur des trucs qui m'intéressaient. Je me baladais. C'est cette curiosité-là que je préférais à celle que l'école voulait me transmettre. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais à l'école, j'étais pas curieux. On me disait ça, je disais ouais, mais. Alors que les autres, c'était naturel vouloir l'apprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et finalement, très rapidement. T'étais un mec marrant en classe? Ouais. J'ai toujours voulu faire les blagues. Ok. Mais j'étais pas un pitre. Oui, non, Tu vois ce que je veux dire? Je foutais pas le bordel. Mais je faisais la blague. J'étais là pour. En fait, je vivais pour la blague. T'as jamais balancé une punchline à un prof Non. Ok. Non, c'était pas mon attitude, ça. Ok, toi, c'est vraiment. Moi, j'étais plus, il y a une situation et la blague, elle est pour les 4 qui sont à côté. Ok. Tu vois? Les 4 chanceux. Ouais. Moi, Ok. mon plan, c'était éclater de rire les gens à côté de moi. Et eux, et la prof, elle se retournait, elle leur disait qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et moi, j'avais l'air. Et c'est lui qui riait, tu vois. Mais c'était plus ce truc-là. Après, faire le truc en gros pour toute la salle, ralentir le cours vraiment et tout, c'était pas mon caractère. Je voulais pas me faire remarquer pour ça. Et du coup, tu rencontres très vite et tu vas à Montréal pour faire ça. Et du coup, moi, j'ai aussi parlé de cette école nationale de l'humour qui est. Ouais. Enfin, 3 ans. 2 ans. 2 ans. Ouais. Et du coup, comment ça se passe une formation stand-up? Il y a des choses très techniques qu'on t'apprend ou c'est plus du développement personnel, c'est plus te donner l'occasion de jouer souvent? Ou est-ce que tu as eu des cours très techniques en mode il faut savoir ça? Bah, moi, je pense que j'ai un parcours un peu particulier à ce niveau-là. Parce que moi, quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour, j'avais 19 ans, mais ça faisait déjà 2 ans que je montais sur scène. Ok. Donc j'allais dans les clubs d'humour, faire des blagues, À jouer Paris, dans les du coup trucs. J'avais commencé un peu à Paris, jusqu'à faire 30 minutes à Paris à 18 ans avant de partir à Montréal. T'as joué où à Paris les premières fois? J'ai joué au Pranzo, au Chinchman, dans des plans à droite à gauche, et finalement j'ai joué dans un petit théâtre qui s'appelait le The Artist, où je faisais 30 minutes là-bas avec Ryan Jelal à l'époque. Ok, et du coup là tu pars à Ouais, Montréal. puis 18 ans je pars à Montréal, et là je commence à rencontrer les vraies soirées de rodage de stand-up, Ouais. comme j'avais pas vraiment l'impression d'avoir connu à Paris. Et donc je commence à jouer, trouver des places, finalement je joue au Couscous Comedy Show, et je participe au premier festival ZooFest. Donc je fais pas mal de trucs jusqu'à avoir 30 minutes, et là je rentre à l'école. Donc je suis rentré à l'école en ayant appris des bases de l'humour et de stand-up tout seul. Je vois un peu à l'improviste. Donc il y a des gens par contre qui sont rentrés à l'école avec moi qui eux n'avaient jamais fait d'humour. Ok, et c'est différent. Et je pense que c'est différent. Ouais, toi t'avais. Je pense que c'est très très différent. Ouais, t'es arrivé, tu connais déjà des bases Voilà. et après tu peux déjà. En fait je savais ce que je comparer, voulais chercher à l'École ouais, nationale ok. de l'humour. C'est ouf. C'est une grosse maturité quand même pour savoir ça si jeune. Mais ouais, après j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai été guidé dans ma vie. Déjà, mon grand frère est plus vieux que moi. Il m'a toujours Mon tiré grand frère vers... est plus vieux. Ouais, c'est une folle phrase. Mon grand frère est plus vieux que moi. Il m'a toujours tiré vers le haut. Et donc très jeune, j'étais habitué à parler avec des gens plus vieux que moi. Ouais. Et donc après, plus tard, c'est quelque chose qui m'a jamais gêné. J'ai toujours été à l'aise à parler avec des gens plus vieux. Et la chance que tu as quand tu sais faire ça, c'est que les gens plus vieux, ils t'apprennent des trucs de ouf. Ouais, c'est vrai. Et ils ont plus d'expérience que toi. Et s'ils t'aiment bien, ils ont tendance à vouloir t'apprendre des trucs. Ouais, Ou te transmettre. Ou même juste aller regarder, t'apprendre des trucs. Et moi, il y a un gars pour ça, et ça a été fou, Adib Al-Khalidé. Ok. Humoriste extraordinaire à J'ai Montréal. passé au One More il y a une semaine qui est vraiment C'est un incroyable. tueur. Ouais. Et ce gars-là, en fait, lui, il avait fait l'école. Et c'est lui je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai à trouver à l'école? Et c'est lui, il m'a dit, tu devrais, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça, tu vas trouver ça. Donc je me suis dit, bah c'est super. Il m'a épaulé dans cette démarche. Pendant longtemps, c'était pas dans mes plans. Je me disais, mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre à être marrant? Tu vois, cette espèce de préjugé. Grave. Parce que j'y connaissais rien en réalité. Grave. Mais c'est intéressant parce que c'est les questions que je me serais posées. Mais tu vois, exactement. Est-ce qu'il y a des cours pour ça? Mais c'est ça, on dit, Ouais. on peut vraiment apprendre à être marrant. Est-ce que vraiment ce qu'on fait va avec un état d'esprit scolaire? Et Est-ce bah, que c'est pas non plus une quelque chose de question que je me suis rebelle souvent posée. qui va pas dans du scolaire? Est-ce qu'ils vont pas nous mouler? Est-ce qu'ils vont pas me transformer? Tu vois ce que je veux dire? Et au final, ça dépend de comment tu vas. Bah oui. Tu grave. te moules, personne peut te mouler. Tu te moules. C'est pas une école qui va te faire apprendre, c'est toi qui décides d'apprendre. C'est ça le truc, c'est que c'est une démarche personnelle. N'importe quelle école est une démarche personnelle. On te donne un cadre, on te donne des outils, mais après, ce avec quoi tu ressors de l'école, c'est toi qui le fabriques. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à l'école, on m'a appris des trucs incroyables. C'est l'art de l'effort, l'art du travail. Et ça, c'est un truc parce que je te vois, t'écris beaucoup. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu veux déjà bosser sur des nouvelles choses pour ton prochain spectacle alors que t'as pas encore lancé celui qui arrive Ouais. là. Enfin, je veux dire, c'est une éthique de travail qui est quand même. Mais qui peut paraître surprenante, mais qui en réalité est nécessaire.
j'oserais même dire normal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois. Je me dis, c'est des domaines où on attend de toi l'excellence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a quand même le privilège dans la vie, on monte sur scène, on fait des blagues, on rigole. Les gens, ils viennent nous voir, ils nous aiment. Donc, il faut l'excellence, c'est tout. Je suis complètement d'accord avec Et toi. pour mais- ça, il faut juste taffer. J'en parlais récemment avec un pote qui me disait que ouais, genre c'était un peu plus dur de me voir en ce moment, qu'on se voyait moins et tout, et genre je lui ai dit mais mec, le problème c'est que je suis entré dans un domaine où je peux, si c'est pour donner 80%, Ça vaut pas la je vais peine. prendre un CDI parce qu'autant avoir la sécurité de Exactement. l'emploi, autant savoir ce que je fais et tout, et je lui ai dit voilà, du coup faut que je donne 100. Même 120 en fait. Hein En fait, c'est ça. Et ouais, parce que je peux pas Au faire. début, tu te dis, il faut donner 100, et puis rapidement, tu réalises, ah non, il faut donner 120, Non, mais c'est 150. ça. Franchement, c'est qu'à un moment donné, il faut juste se dire, bah ouais, je vais faire ça de ma vie, quoi. Exact. Et quand tu parles de cet investissement, moi, tu vois, je pense que le fait d'avoir lancé ce podcast, ça m'a permis de rajouter quelque chose un gros spot dans ma vie où je dois beaucoup bosser. Bah Et oui. ça m'a libéré un peu parce que comme en stand-up, mine de rien, bah, j'ai que 1 an et demi, 2 ans et que ça va venir, mais qu'il faut encore un temps. Ouais, mais il y a tout un d'adaptation. rythme. Il y a des phases où déjà commencer à jouer beaucoup et jouer, etc. Au début, tu dois te battre pour qu'on te donne le droit de jouer. Exactement. C'est l'une des premières phases de l'apprentissage de quelqu'un qui veut faire de l'humour. Tu dois, entre guillemets, mériter ta place dans des endroits. Exactement. Et arrive rapidement le rythme. Moi, ça a pris beaucoup de temps, tellement de temps. Et quand ça arrive, après, tu te sens. Et quand ça arrive, après, c'est bien. Et t'es pressé, hein. Mais putain, moi, ça a pris des années avant que je puisse vraiment jouer un peu partout. Mais pendant longtemps, tu joues. Au début, tu joues une fois par mois. Et c'est la date de ton mois. Ouais, Après, tu joues. Il y a un mois, tu joues 3 fois. T'es comme putain, le mois de ouf. Après, il y a un mois, tu joues 7 fois. T'es comme. Et finalement. Et après, t'as ta première journée à 4 scènes, 3-4 Exact. scènes, et là, tu fais wow, ok. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc où il faut, c'est un espèce de rouleau compresseur. D'ailleurs, tu connais Montréal, tu connais Paris, du coup, en termes de stand-up. Et tu disais qu'à Montréal, et je crois que je vois ce que tu veux dire, c'est beaucoup plus cadré, c'est un truc beaucoup plus Ouais. huilé. Mais comment tu vois le stand-up à Paris en ce moment quand même? Très bien. Ouais, je pense aussi. Très bien. Il y a une nouvelle génération qui travaille, qui a envie de dire des choses, qui partage aussi. Mm. Parce que c'est un domaine. Je pense que toutes les disciplines artistiques sont sur l'ego des domaines difficiles à porter. Ouais, Et c'est vrai. nous, on fait des disciplines où on est tout seul. Donc c'est facile de tomber dans un esprit négatif de compétition. On en parlait de solitude avec Exact. Redouane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Il y a solitude. beaucoup de solitude dans notre domaine. C'est one man vie en fait. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment ça. One woman vie. T'es vraiment seul tout. Même si t'es entouré en fait. Il y a une partie de ta vie que tu peux réellement partager avec personne. C'est vraiment toi face à toi-même. Et rapidement, tu peux tomber dans des faux esprits de comparaison et avec les gens. Et là, je trouve qu'il y a une génération qui arrive à bien lutter contre ce fléau de l'amertume, etc. Dans le sens où tout le monde réalise que si tu as quelque chose, tu le mérites. Si tu veux l'avoir, il faut le mériter. Donc, tu travailles. Tu donnes aux autres tu reconnais leur réussite. Ouais, bien Voilà, sûr. et tu vis avec leurs échecs. Et voilà, et tu leur demandes de reconnaître tes réussites et de vivre avec tes échecs. Et ça fait toute une génération qui s'entraide en fait, Qui et qui se s'entraide, voit ouais, et beaucoup qui- sur les plateaux, mais en fait étonnamment de ça rejaillit un espèce d'esprit de troupe. Mais en fait, c'est pour ça, genre, je trouve ça, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouvais justement que dans le stand-up aujourd'hui, il y avait un peu trop cet esprit de troupe où vraiment on veut trouper les gens ensemble, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin parce que cet esprit de troupe, il se ressort de la. Enfin, je trouve qu'on vit aujourd'hui Dans un peu une ouais. comedy life comme on imaginait la comedy life des New-Yorkais dans les années 70-80. Exact. Enfin, on se croise, on rigole, on n'a pas besoin de. Enfin, tu vois, genre, t'as Voilà. je trouve que c'est génial, c'est un bon Je suis rythme de d'accord, vie. ça rigole en loge, Ça rigole en loge. voilà, Ouais. ça se parle beaucoup, ça discute, ça s'amuse, tu vois, il y a un bel état d'esprit en Il y a un fait. bel état d'esprit. Tu vois, quand tu bides aujourd'hui, tu sais que quand tu sors, ça va être plus drôle que méchant. Tu vois, il n'y a pas Voilà. de côté, les gens vont pas essayer de te regarder, ils vont t'attendre avec Exact. un extincteur, ils vont te foutre à terre et ils vont te balancer l'extincteur sur la gueule. Ça te fait des blagues en fait, fait- sachant que tout le monde, en fait, on a partagé beaucoup de choses, c'est ça, et des choses douloureuses comme des choses magnifiques. T'as vu des gens se prendre des bides de ouf Ouais, et des gens on a des réussir de ouf. Ouais, ouais. Et ces mêmes personnes t'ont vu t'éclater par terre. Et donc, tu partages quelque chose. Moi, il y a très récemment, là, au Paname, c'est une privatisation. Et on joue devant... on vend devant toute une entreprise. Et je te jure, je passe en premier. Et ça faisait très longtemps que j'enchaînais des bonnes scènes. Ok. Des très bonnes scènes. Sérieusement, ça se passait super bien. Et celle-ci, je me suis éclaté ma race. Les gens ont pas du tout kiffé. Ok.
Et quand je suis sorti de scène, tous les autres humoristes, ils m'ont regardé, ils étaient morts de rire. C'est Et normal, moi, je suis on t'imagine sorti, plus bidé. on le regard livide et ça m'a fait du bien parce qu'il y avait une bonne ambiance. Tout le monde me soutenait. Je suis sorti, je me suis écroulé sur le canapé. Tout le monde m'a réconforté en rigolant. Et ça a fait du bien, tu vois ce que je veux dire? Mais mec, c'est normal. Mais surtout toi, on t'imagine pas bidé en vrai. Ouais, mais Genre, évidemment que ça arrive. Non, mais tu vois, c'est évidemment que ça arrive. Et quand ça arrive, c'en est encore plus Bah ouais, drôle, c'en est entre encore guillemets, plus dur, quoi. C'est Non, comme c'est waouh. Un bide, quoi qu'il arrive, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'un bide, quoi qu'il arrive, c'est dur. Ah, c'est Il n'y a pas un bide, ça va. Non, C'est il n'y a que aucun beat. tous les bides sont une énorme remise en question de ton être, de ce que tu veux faire dans la vie, Ouais. de ce que t'es. Mais peu importe ce que t'as fait dans Mais ta mec, vie. c'est un truc de ouf. Moi, quand je rentre quand je prends le métro pour rentrer au Losset après une scène, si j'ai bidé, mec, faut pas être dans ma tête, hein, parce Ah ouais, que c'est dur. je remets, tu sais, tu remets tout en question. C'est un truc de ouf. Les gens C'est pensent que tu dur. t'habitues, mais c'est dur. Non, le bide, c'est dur. Tu t'habitues jamais. Tu peux pas t'habituer au bide. Mais c'est je comme pense. ça que tu progresses. En fait, il est là, je pense même, le secret de la réussite dans cette discipline. C'est que la raison pour laquelle la majorité des gens ils trouvent ça impressionnant qu'ils le feraient jamais, c'est parce que ce que tu mets sur la balance, c'est ton ego. C'est ton image. Et beaucoup de gens sont pas prêts à sacrifier leur image. Et nous, on y va, et t'acceptes d'y aller, et t'acceptes en sachant pertinemment qu'au début, bah, tu seras pas à la hauteur de ce que t'espères être Ah, un mec, jour. parfois t'es dans la fosse au lion. Moi, il y a mes premiers Paname, je me suis vu être dans la fosse au lion devant 90 personnes et ouais, Ouais. là c'est toi que tu mets dans tu vois, Exactement. tu sais qu'on se fout de ta gueule dans le fond. Voilà. Tu Tu le sais que les ça. gens, ils t'ont trouvé nul. Tu vois tout le monde, tu peux pas, genre tu sais qu'ils sont en train de se foutre de ta gueule, qu'ils rigolent Exact. pas à ta blague et il faut y aller, faut y retourner. Et il faut y retourner. Il faut accepter cette douleur et dire non, je vais le faire jusqu'à ce que je sois bon. C'est chaud. Elle est là, le truc. Ça fait mal, mais je vais souffrir jusqu'à ce que je sois bon. C'est un truc chelou finalement en fait, hein, comme Ouais, c'est un peu on est des chelou, gens ouais. chelous peut-être quand même un peu, mais bon. Ouais, c'est un peu chelou, mais en même temps, je trouve ça cool, en fait. C'est vrai. Parce qu'il faut accepter. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui me disent j'ai envie de monter sur scène, mais j'ai peur. Comment on fait pour être bon? J'ai envie de leur dire pour être bon, il faut accepter d'être nul. Ouais. C'est oui, il faut Mais tu sais, accepter. c'est ce que je disais, moi, Sache qu'au toutes début. les phrases genre motivationnelles d'Instagram, là, tu comprendras jamais les victoires si t'as pas eu des échecs ou des choses comme ça. Bah, j'avais jamais vraiment compris ces phrases jusqu'à ce que je fasse du stand-up. Aujourd'hui, je comprends, tu vois ce qu'ils veulent dire. Tu vois, genre, tu sais, quand Michael Jordan il dit la clé de la réussite, c'est que je suis tombé 999 fois et je me suis relevé 1000. Et que tu dis Michael Jordan, tu dis respect parce que c'est Michael Jordan, mais tu comprends pas. Et À après, quel point je fais du c'est vrai. stand-up et puis je me dis ah oui, ok, en fait, d'accord. C'est ça. la Ouais, vérité. parce que c'est des vraies douleurs. Ouais. C'est des vraies douleurs. Et c'est pas des douleurs physiques où tu mets un pansement. C'est un endroit où il n'y a pas de pommade. Il n'y a pas de pommade. T'as beau aller en pharmacie. Je viens de bider, t'arrives à la pharmacie. Écoutez, Tu leur dis j'ai très mal. j'ai mal. Vous savez pas à quel point. Ouh. J'ai bidé sa grand-mère devant 90 personnes. Il y a 2 meufs que je connaissais qui a dit on vient de voir et j'ai bidé. J'ai vu dans leurs yeux qu'elles m'ont trouvé nul. Et là j'ai vu de la pitié. Qu'est-ce que vous donnez, madame? Genre, Je te jure. Qu'est-ce le que vous médicament, avez? du coup, il y a pas, non, il y a pas de Il n'y a médicament pas. pour Elle ça. dit allez boire de l'eau. Putain, aller à la pharmacie après un beat, c'est un sacré concept. Ouais. Je suis assez chaud. C'est très très drôle. J'ai mal. J'aimerais parler de 2-3 trucs avec le stand-up encore. C'est genre, parfois, tu fais partie de ces humoristes, enfin de ces stand-uppers, et je pense que ça vient avec un certain niveau qui t'énerve sur scène, qui arrive à élever la voix, qui arrive à. Tu vois, moi, j'ai jamais élevé la voix quasiment encore sur scène, je crois, et je pense que c'est un tournant quand. Et du coup. Je m'imagine pas t'énerver dans la vraie vie. Tu t'énerves parfois? Je m'énerve très rarement. J'imagine pas. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu t'es énervé comme tu peux t'énerver sur scène contre quelqu'un? La dernière fois que je me suis énervé. En fait, quand je m'énerve, souvent c'est à la blague. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très très comique dans quelqu'un Est-ce que t'es qui d'accord avec moi perd qu'un le stand-upper contrôle. ne peut plus s'énerver? J'ai du mal. Mais si, en fait, on peut me fâcher. Ok. Mais en fait, ce qui va me fâcher souvent, c'est des attitudes. Ouais. Il y a plus vraiment de coups du sort qui peuvent me fâcher. Ouais. Maintenant, les coups du sort, je me dis, bon, ça va. Mais je te jure, il y a des attitudes qui m'énervent. Genre, le manque de tolérance, par exemple, ou le manque de politesse, les gens qui font pas bien leur travail. Et ça, c'est des choses qui ont Ça peut tendance à t'énerver. m'énerver. Genre, Mais moi, tu le vas manque pas de- l'exprimer. Ouais, ou le manque de tolérance, ou alors, le pire, le mépris. Et pas, mais tu sais, quelqu'un qui se moque du plus faible. Ou, tu vois, ce genre d'attitude humaine, ça va profondément m'irriter, ça va profondément me fâcher. Genre, je vais m'énerver. Mais le reste des événements, c'est quand même assez rare. Parce que même si je perds le contrôle,
je me mets à me trouver marrant. Mais non, mais c'est ça. Parce que je trouve sérieusement qu'il n'y a rien de plus drôle Parce dans que la tu vois, vie. là, quand j'étais au Auchan la dernière fois, et vraiment, clairement, il y a une dame qui est passée devant moi, mais en mode. Tu sais, sans justifier ou changer. Ouais. Elle m'a pas respecté, quoi. Ouais. Vraiment, c'est juste ça. Elle m'a pas respecté. Elle est passée devant moi, dans la file pour aller aux courses, pour payer. Et là, je me suis vu lui dire un truc, et en fait, je me suis auto-calmé, et c'est un truc, tu sais, en mode, bon, bah Ouais. vas-y, elle va passer devant, quoi. Tant pis. Bah parce qu'en fait, je pense que le stand-up, c'est aussi beaucoup l'art du recul. Parce que pour écrire, il faut que tu prennes beaucoup de recul pour la situation. Parce qu'il faut que tu trouves un angle d'attaque sur quelque chose que tu vis. Et si tu as le nez dedans, tu le vois pas. Donc il faut que tu acceptes de cadrer la situation dans ta tête, de prendre du recul et de voir ce qu'elle engage pas, et comment on peut la voir. Et ça, tu en as besoin pour écrire des blagues. Et finalement, c'est un outil qui est très précieux dans la vie de tous les jours, le recul. C'est très bon pour les nerfs. Je te jure, c'est très très bon. Quand tu sais que que rien n'est drôle et que rien n'est triste, que c'est, enfin si, fondamentalement, mais que tu peux décider de voir les deux. Les deux côtés dans chaque. Enfin, il y a du drôle et du triste dans chaque en fait. situation. Que c'est plus un filtre que tu mets sur les événements. Et bah tu peux rapidement voir le filtre comédie sur tout, et ça fait du bien. Mais ça en devient pesant. Par exemple, des situations qui sont tristes. Je sais pas si toi ça te fait ça. Mais des situations qui sont vraiment tristes, et bah naturellement par réflexe, parce que j'ai du mal avec la tristesse, bah dans ma tête je vais le voir de manière comique. Mais tu sais que moi je pense vraiment que on met tout le temps la comédie en dessous le drame entre guillemets, tu sais c'est un sous-genre dans les cinémas, c'est un truc comme ça, la comédie drame. Mais moi je pense qu'il y a vraiment un type de comédie qui transcende le drame en fait et qui permet, mais ça c'est très rare et c'est vraiment ça en fait le nectar du stand-up entre guillemets pour moi, c'est ce truc qui vraiment transcende le drame et qui te fait dire ah ok en fait c'est marrant parce que tu peux vite être comique en dessous le drame et ça c'est pas facile, ça reste dur de faire rire quoi qu'il arrive, mais après quand t'arrives à transcender le drame pour être drôle, alors là par contre c'est là où t'as gagné quoi. Ouais, ça c'est vraiment ça c'est l'alchimie parfaite. C'est l'alchimie parfaite, mais bon après il faut bosser, ça arrive pas si simplement. Ça c'est très dur l'alchimie de tel niveau. J'aimerais bien quand même rapidement, si ça te saoule d'en parler, c'est pas grave, mais j'aimerais quand même. Il y a un événement que tu as vécu et je veux pas le redire en mode drama ou en mode confession intime, mais c'est vraiment pour qu'on en discute. T'étais chez Juste pour Rire. J'allais signer chez T'allais juste signer et t'étais programmé au théâtre le 13e art, machin. Et il arrive ça, Gilbert Ozon, le président de Juste pour Rire, se fait attaquer pour le hashtag MeToo. C'était un des premiers d'ailleurs à se faire prendre, etc. Et moi, je veux pas te parler de alors ça fait quoi de changer de machin, mais c'est par contre, t'as 24 ans, 23 ans, t'es en début de carrière, même si t'as un niveau de ouf, on se connaît, tu vois, etc. Et je me demande, le moment où t'apprends que Ozon a fait ça, il se passe quoi dans ta tête au moment où tu dis merde, le mec chez qui je vais peut-être signer est un harceleur sexuel, mais en même temps c'est Juste pour Rire, est-ce que tu sépares Juste pour Rire de Ozon, est-ce que c'est tout de suite clair dans ta tête, est-ce que tu as besoin de 2-3 jours pour réfléchir, comment ça se passe à ce moment-là? Alors moi pour te faire l'histoire, je suis avec mon manager et frère de toujours, Lamine Chetoui, que tu connais. On est au Paname à ce moment-là, posé, on boit une bière, on fume une cigarette, l'ambiance est bien, on rigole, écoute, les choses vont bien, les choses sont installées avec Juste pour Rire, on est content. Et là Lamine il reçoit un appel de Juste pour Rire, et on lui dit il y a des articles qui sortent demain sur ça, clac, ça sort, il tombe, bam. Et nous on est là, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On comprend pas trop ce qui nous arrive à ce moment-là. Donc là, ça va, on rentre, on dort. À ce moment-là, on était dans un appart que Juste pour Rire nous payait. Et je t'avoue qu'on est en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Et là finalement, lui, il est dans le salon, moi je suis dans ma chambre. 8h, téléphone sonne, ma mère. Ok, ta mère, premier appel ZRM. T'as vu les journaux? Et je suis en mode, oh putain. J'entends Lamine qui fait, oh putain. Là, on lit les journaux, on pète les plombs, on est comme, what the fuck. Donc là, avec Lamine, on sort en jogging, on va au café en face. On se pose, fume une clope, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit même pas. On se regarde dans les yeux, on dit on sait très bien ce qu'on fait. Bah oui. On n'a pas d'autre option. Ça nous prend 5 secondes. On se dit regarde, voilà les faits. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On est clair là-dessus. J'appelle mon père. Je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit toi qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis nous on pense c'est off. On sort directement, on annonce un message aujourd'hui 18h, on est off. Il me dit moi je suis assez d'accord. Il me dit, voilà, il m'a sorti une très belle phrase. Il m'a dit, c'est ça en fait, je me souviens plus de la phrase exactement, mais il m'a dit, t'as raison, c'est l'éthique avant tout.
On me dit, elle est là la réussite. L'éthique avant tout, ouais. La réussite, elle est dans à quel point tu as réussi à préserver tes valeurs. Moi, je suis de plus en plus persuadé que dans le monde d'aujourd'hui, la différence chez les gens qui veulent faire de la scène ou quel que soit le truc artistique, Mais il quel que viendra soit le dans domaine, la je cohérence pense. sur la longueur. Et qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est une girouette, tout le monde je peux changer d'avis ou tomber pour quoi que ce soit, si tu es une ligne droite et que tu fais ça pendant des années, c'est ça qui va être reconnu à la mais fin. je pense que même peu importe ton domaine, en L'éthique, fait. non mais en ayant de l'éthique est tu à vois, la base l'éthique, de la c'est ça, réussite. c'est ça. Mais ouais, C'est mais ce qui t'as va raison. t'amener le plus loin. Surtout quand nous, on est en début de carrière. C'est ce qu'on installe, Et c'est les toi, signer fondements. pour Juste pour rire, en fait, je pense que il devait y avoir le côté parce que moi, justement, quand t'as signé à Juste pour rire, je t'avoue que je sais plus à qui j'en parlais. Et moi, je disais que je trouvais que t'étais le stand-upper qui pourrait nous ouvrir la voie de se lancer en indé. Parce que je trouvais que Mais c'est ce t'avais que je déjà voulais le faire talent, à la base. que tu étais entouré par la mine, que je sais être très carré Ah, sur les choses où incroyable. il faut être carré. T'as un entourage, tu sais ce que tu veux, t'es allé à Montréal, tu connais le domaine. Et quand c'est Juste pour rire, je comprends le côté c'est juste pour rire. Et quand on aime le stand-up, Juste pour rire, il y a Dave Chappelle avec Juste pour rire derrière lui, il y a machin, enfin c'est une grosse marque. Bah ouais. Du coup, t'as dit, mais moi je pense que limite, tu vas te voir en indé aujourd'hui, je pense que c'est peut-être cohérent en Et fait. je te jure, et c'est ce qu'on s'est dit parce qu'en parlant pareil avec Lamine, avec mon père, à ce moment-là au téléphone, on est comme les trois en train de parler. Puis il nous dit ça, tu sais, il nous dit vous avez toujours voulu y aller en indépendant et finalement il y a ça qui arrive et la vie c'est un peu la vie qui vous dit bah vous savez quoi, vous aviez raison, en fait vous avez raison, allez-y vous êtes capable en fait, vous êtes capable de le faire. On l'a pris comme un signe parce que tout le monde nous disait en indé vous n'êtes pas capable. Tout le monde nous disait vous n'êtes pas capable en indé, vous allez jamais y arriver. Et finalement on les a crus et la vie nous a dit non, faites-vous confiance, vous êtes capable. Et donc là finalement on est resté en indé avec Lamine. Là je vais voir les équipes de Juste pour rire après ça. Tout le monde est abattu évidemment, donc là je décide de pas mettre le message le soir même. J'attends d'avoir des nouvelles un peu de ce qui se passe, je me dis voilà on sait toujours pas, nanana. Et le lendemain, j'annonce un message en essayant d'être le plus respectueux possible de tous les gens impliqués là-dedans, mais en mettant mes intentions claires que j'annule tout quoi. Mais et puis là, tu te retrouves, et là, pour repartir sur un côté un peu plus positif, c'est que ton spectacle commence samedi prochain, parce qu'il sort samedi là, le podcast, samedi prochain à la Nouvelle Scène, alors, et il y a déjà la première session qui est complète, je le sais. Ouais, on est complet les deux premières. Voilà, les deux premières. Et on puis, est quasiment complet la troisième, voilà, on est complet la quatrième. Mec, ouais. mec, je veux pas. Moi, je sais que t'aimes pas trop quand on parle comme ça, parce que c'est normal, t'as toujours peur, mais bon, c'est cool et ça me Non mais je suis pas, quoi. content, je suis content. C'est des belles nouvelles. Ça fait plaisir en fait, ça récompense du travail. Ouais, à la Nouvelle Scène, là t'as ton heure et ça va remplir. Et voilà, j'espère que ça va remplir, et au-delà de remplir, parce que tu sais les stress bougent en fait, c'est ça le truc que tu réalises en fait. C'est que quand tu fais ce domaine-là, tu te dis quand j'aurai ça, c'est bon, je serai moins stressé. Puis tu réalises qu'en fait il bouge. Regarde, mon stress c'était remplir, puis là maintenant qu'on a des gens qui viennent, je suis heureux. Mon stress c'est qu'ils sortent de là en se disant j'ai passé une heure Mais extraordinaire. tant mieux, parce que si tu stressais pas, tu serais pas aussi fort. Ah, mais de toute C'est le façon, fait de ouais, stresser qui c'est fait ça que qu'il tu faut. fais- Ouais, je te jure. Bah écoute, non, On mais nous parle beaucoup, sérieusement, on nous parle beaucoup du stress dans la vie. On nous dit c'est mauvais, c'est nanana. En vrai, je te jure, il y a des bons stress. il faut appréhender son stress, mais il faut pas le refuser. Exactement, quand tu es stressé pour des choses qui te tiennent à cœur, c'est du bon stress. Évidemment, si c'est quelqu'un qui te stresse ou que tu es stressé pour des choses que tu n'aimes pas, va-t'en de ce stress. Tu seras toujours stressé dans ta vie. Ah, et moi, je suis contre, je trouve qu'il y a aujourd'hui une espèce il y a des gens qui pensent qu'on élimine le stress en se rendant insensible face aux choses de la vie qui Ah, se pas passent, du et je pense tout, que non. c'est pas ça la vérité, non, quoi. il faut accepter Il de faut vivre. accepter la vérité et après gérer son stress en fonction de cette vérité-là. C'est ouais. Bah écoute, ça va très bien. On va parler d'un peu d'autre chose, mais c'est marrant parce que j'ai envie de te poser une question juste pour voir. C'est qui ton artiste préféré? Zinedine Zidane. Ok, c'est normal. Moi aussi. Bah oui, et Céline Dion, c'est les deux, je pense. Céline Dion et Bah, Zinedine il y en a Zidane. plein après, mais je dirais Zinedine Zidane. Ok, mais c'est marrant parce que du coup, c'est un autre truc, c'est que toi, t'as pas connu la Coupe du Monde 98 vraiment. Non, j'ai 4 ans, moi. Ouais, c'est ça, t'avais 4 ans. Donc, parce que moi, j'avais 9, donc j'étais pile poil à l'âge où on a des souvenirs. Mais toi, du coup, c'est 2006 qui t'a fait péter les plombs. Moi, en fait, moi, dis-toi que j'ai 4 ans au moment donné où Zinedine Zidane c'est genre le dieu. Donc moi, à chaque fois que j'entends parler de Zinedine Zidane, c'est un dieu. Et je dis ok. Et moi, c'est surtout là où j'ai vraiment moi le plus gros souvenir avec Zinedine Zidane, je me souviens, mon père travaillait énormément. Il travaillait énormément quand j'étais jeune. Il travaille toujours énormément. Et donc, tu sais, on se voyait, mais tu sais, on avait peu de temps ensemble, du temps précieux. Hein. Je dis pas qu'il a été absent. Quand il a été là, même plus que là. Mais je me souviens de finale de la Ligue des Champions. 2001. Je suis avec mon père, et juste mon père et moi. On est dans la chambre de mes parents et il y a la télé. Et mon père a une calvitie aussi. Et là, je vois Zinedine Zidane qui met la reprise de volée. Bayern Leverkusen. Ouais. Extraordinaire. Et c'est Zidane. Et là, moi, je suis comme un ouf. Ouais, ça y est, tu pètes les plombs, ça y est, Je t'as suis compris quoi. comme un ouf. Et je passe un moment avec mon père.
Et il y a ce but-là qui, de nulle part. Et à ce moment-là, c'est trop fou. Et puis après, évidemment, je grandis. Puis là, il y a 2006. Moi, 2006, c'est officiellement le jour où je suis devenu un adulte. Ah ouais, 2006. 9 juillet 2006, c'est le jour où j'ai compris que la vie, c'était pas tout rose, quoi. Qu'il y aurait des embûches sur mon chemin et que genre, le coup de boule de Zidane m'a vraiment mis. Moi, le coup de boule de Zidane, je trouve que c'est l'un des plus grands cadeaux qu'il m'ait fait. Ah ouais? Moi, j'adore ce coup de boule. Moi, je l'ai jamais revu. Ah ouais, toi, tu trouves ça? Non, moi, j'aime trop ça. Non, mais pour moi, c'est ce que j'avais dit avec Charles, c'est que pour moi, c'était un dieu et il a choisi son destin de demi-dieu. Il a préféré être un demi-dieu plutôt qu'un dieu. Non, pour moi, c'est un homme et il a montré à tout le monde qu'il était un homme et que toutes les grandes choses qu'il avait fait, un homme peut les faire. Et qu'il faut pas le monter au-dessus des gens ni en dessous des gens, qu'il faut plutôt essayer de nous s'élever à ce qu'il a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est que c'est un homme comme toi, comme moi. C'est juste un gars qui prend des décisions. C'est pas de la foudre divine, c'est pas de la chance, c'est pas de lui il est né comme ça et ça lui a... Non, c'est du travail, c'est du choix, c'est des décisions, c'est des attitudes face à la vie. Ouais, c'est vrai. Et à un moment donné, il y a le football, c'est important. C'est important. C'est une finale. Et ce qu'il nous a dit, c'est ça. Tout le monde rêve d'être sur une finale de Coupe du Monde. Tout le monde rêve de ça. Soit disant que c'est important, tout le monde regarde, c'est important. Mais t'insultes ma famille, ça c'est plus important que cette finale de la Coupe du Monde. Être un homme, c'est plus important. En fait, il nous a dit, je suis un incroyable footballeur, mais je suis plus un homme qu'un footballeur. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Mec, je suis ému. Ah non, ça m'a... Puis j'ai longtemps réfléchi. Mais je te jure, pour moi, ça fait partie de la légende. Ah, moi, j'ai réfléchi 10 000... Moi, ma théorie, c'est aussi que c'était un joueur qui faisait briller le collectif et qui fondait dans le collectif, même s'il brillait dans le collectif. Ouais. Et c'est le seul match où en fait on annonçait Zidane contre l'Italie, Zidane, et en fait il y avait des caméras braquées sur lui tout le temps. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a été expulsé, parce qu'il n'y aurait pas eu la caméra en individuel sur lui, il se faisait pas expulser. Et je pense que ce jour-là aussi il s'est dit putain, enfin c'est pour la première fois de sa vie c'était trop. S'il marque ce deuxième, t'imagines la tête qu'il met que Buffon enlève, il la marque, il fait gagner 2 Coupes du Monde à la France avec 2 doublés. À 8 ans d'intervalle, mec, je crois que c'était trop pour... Enfin, il a flippé aussi, je pense. S'il tu vois, genre, met pas cette flippé, tête-là, son statut est invivable. Ah bah non, mais invivable. Il marque là la deuxième tête et on gagne, c'est invivable. Déjà, Zinedine Zidane, c'est une légende des légendes des légendes. Mais s'il fait ça, en fait, on lui souhaite pas. Je te jure. Non, exactement. On se serait souhaité à nous qu'il le mette, ouais. Mais à lui, avec Exactement. le recul, t'as raison. Avec le recul, on lui souhaite pas de la mettre. Parce que là, c'est trop. Parce que sa vie après c'est plus possible. est invivable. Ouais. C'est vraiment une belle manière de le voir. J'avais même pas pensé à ça. Mais toi, t'as t'avais raison. une manière avec qui j'avais jamais vu non plus, donc on s'est un petit peu nourri ouais. nos façons de penser. Je te jure, tu m'as fait du bien. C'est On a- une très belle. On a bien c'est fait vrai parler de ça. Zidane. Et du coup, moi, j'aimerais aussi que tu aies mon avis parce que je sais que tu es plutôt côté PSG. Et j'aimerais peut-être que très rapidement, tu fasses un petit hommage à Ronaldinho, si tu veux, qui a pris sa retraite aujourd'hui. J'ai publié une photo aujourd'hui. Ah ok, bah voilà, tu vois. Mais J'ai écrit, j'ai mis sur Instagram, j'ai écrit maître du spectacle. ok. Moi, c'est en ça que je trouvais que ce genre-là, et c'est pour ça que moi j'aime les Neymar, que j'aime les Mbappé, parce que c'est. Mais tu payes ta place pour aller voir ces gens-là au stade. Ouais, en fait, ils font le spectacle. Ouais. C'est pareil, en fait. C'est Fiorentino Pérez qui disait que les gens de Madrid payaient leur place juste pour voir Zidane contrôler le ballon. Ouais, Juste pour J'imagine. le voir contrôler une balle. Ça suffisait, ça avait une part d'artiste. exactement. Ouais. Il y a une élégance, il y a une. Et puis au-delà de gagner, perdre, en vrai, c'est pas qu'on s'en fout, mais on met un enjeu parce que c'est bien, c'est vivant et tout. Mais en fait, on vient voir des gens faire quelque chose que tout le monde a fait. Tous les enfants, mais quasiment la majorité des enfants jouent au foot. Tu sais, c'est un truc par terre, tu tapes dedans, tout le monde. Mais ils font ça mieux que tout le monde sur la planète. Exactement. Et donc tu viens les observer être des maîtres de leur discipline. Ah mais c'est pour moi pourquoi le foot, on va pas parler trop longtemps de foot au cas où, mais pourquoi pour moi c'est le sport le plus populaire de la planète par essence. C'est que c'est le seul sport où tu peux jouer à 1, 2, 10, 20 avec juste des manteaux à la place des buts, avec Ouais. un papier roulé en boule. N'importe quel autre sport, il faut connaître les règles, des infrastructures, il faut avoir des C'est ça. potes. Et du coup, tu pourras pas enlever le fait que c'est le sport qui se joue partout, avec un côté que je sais pas si je t'avais déjà dit, mais il y a un truc que les sociologues ont analysé aussi, c'est que c'est un des seuls sports où les pieds sont le facteur de précision. Dans n'importe quel autre sport, les pieds c'est les pieds d'appui. Normalement, t'es solide sur tes cuisses pour être un appui et t'es précis avec tes mains.
Et c'est le seul sport où en fait c'est contre-intuitif d'être précis avec tes pieds, quoi. Exact. Et ça excite le cerveau inconscient de l'être humain de se dire putain, c'est pas Ah normal. oui, c'est encore plus difficile. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que les techniques que tu développes au football avec tes yep, tu ne peux pas les utiliser en dehors du football. Mec, bah non. Non, non. C'est-à-dire faire un contrôle, faire sert à tour rien. du monde, en vrai, ça va pas te servir dans Ça la sert à vie, rien. tu vois. Non, 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 c'est un truc de ouf. C'est Non, non, que mais pour ça. C'est que pour ça. Ouais, c'est que pour ça, parce que je t'ai dit, c'est le foot, c'est vraiment un truc où effectivement. Enfin bref. C'est un sport particulier. Ouais, on, va, non, on, c'est va, très on, va, on, va, on va changer un peu le thème du thème du sport. Il y a aussi un truc que j'avais noté chez toi, c'est que t'es un peu un comédien qui a fait que ça de sa vie. T'as jamais eu de Ouais. métier. Jamais eu de métier de ma Tu fais vie. comédien et tu seras peut-être comédien toute ta vie et tu auras connu que ça. Que ça. Alors que. Et je trouve qu'il y a un peu deux écoles de comédiens. Tu vois, moi j'ai eu 2-3 métiers avant, il y a plein de gens qui ont eu quelques métiers avant. Et toi t'as connu que ça. Si t'avais pas fait ça, t'avais des plans B de métier ou pas? Aucun. Jamais? On a une phrase avec Lamine, mon Ok. manager. C'est le plan A, c'est avoir un plan B. Le plan B, c'est suivre le plan A. Ah putain, chambé. Exactement. L'idée, c'est ça. On a un plan. Et imaginons, non, pas dans la réalité puisque tu lâcheras jamais ton plan A, mais ça aurait été quoi un autre métier que tu aurais pu faire? En vrai, à chaque fois, en fait, c'est tellement intuitif pour moi. J'ai tellement toujours su, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, que c'était ça. Pour moi, c'était juste naturel. Je pouvais pas aller ailleurs. T'as pas peur de ne jamais avoir eu de... Parce que j'ai l'impression que ça a été très smooth en fait pour toi, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était une évidence en fait. Ok, c'est bizarre parce que ouais, t'as pas eu ce moment où moi, le nombre de fois où je me suis dans une boîte où je me suis dit mais je sais pas ce que je fais là et c'est chelou et c'est badant, mais je me suis nourri de ces sentiments-là pour être ce que je suis aujourd'hui. Moi, Et ça m'a quelqu'un fait qui a ça à jamais connu le l'université. contrat à l'université, t'as eu ça un peu. Ouais. Ok. Ouais, à l'université. Je suis arrivé à l'université de Montréal. Au début, je suis pas rentré à l'École nationale de l'humour tout de suite. J'ai fait 1 an à l'université. Puis là, il y avait un cours, fallait lire 20 livres. Et j'en ai lu aucun. Je m'en battais les couilles. Je suis passé mon temps à écrire des blagues dans les cafés. Et puis, il y a un examen. Et à ce moment-là, je crois encore que l'école c'est sérieux en fait. Enfin, pour moi. Et là, l'examen, c'est le lendemain. Je m'y mets à 22h. J'ouvre le livre des pages au hasard. Je prends des bouts au hasard. Je dis quelle phrase je trouve jolie. Je prends ça. Je raconte n'importe quoi autour, mais avec des beaux mots. J'ai eu A-. Non. La vie de ma mère. Et c'est là où je me suis dit, je peux pas me faire croire que ça. Mais tu l'as compris bien plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est beau parce que moi je l'ai compris trop tard. Moi j'ai passé ma scolarité à être malin. C'est il faut faire ça pour. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé dans mon école, on m'a dit si t'as 12 de moyenne, t'as pas de rattrapage quel que soit tes notes. Et j'ai fait 4 semestres à 12-1, 12-2, 12-1, 12-4. Et ça peut pas aller quand C'est tu fais ça. ça en fait. Je peux pas aller dans un endroit où je me satisfais du minimum d'efforts. Bah, En fait, je peux pas aller dans un endroit où le processus m'intéresse plus que le résultat. Enfin, m'intéresse moins que le résultat. Ouais, c'est Il faut ça. que j'aille dans une discipline où le faire me fait plus kiffer que ce que ça va me Mais tu sais rapporter. que c'est l'image moi que je donne tout le temps, l'image de la boussole. Ça te donne vers là où il faut aller, mais Ouais. ça te dit pas le chemin à parcourir quoi. Exactement. Il faut avoir une orientation, mais le chemin à parcourir, tu t'en branles en fait. Le Exactement. but c'est qu'il n'y ait pas de fin. Tu veux le faire jusqu'à arriver à l'endroit, c'est tout. Et complètement. Et ça, je trouve, c'est plus vivant en fait. Moi j'ai été dans des boîtes où vraiment il y a des fois où je comprenais pas. Tu sais, genre j'arrivais le matin et je faisais un peu de PowerPoint, un peu d'Excel, un peu de machin et je sortais de là et je me disais mais putain mais je sais pas ce que j'ai fait. Ah Tu ouais. sais, j'ai pas le sens de ça. Et quand t'arrives dans un truc où t'as le sens de ça, c'est vrai que ça te fait toujours plus. Ça te fait quelque chose quand tu réalises que moi pour la première fois j'ai compris ce que c'était travailler. En fait moi toute ma vie j'avais cru comprendre que travailler c'était douloureux. Enfin c'est douloureux mais que c'était ennuyant. Ouais. Que tu vois, toute ma vie je devais faire des devoirs. J'ai dit putain ça va être ça travailler toute ma vie. On m'a dit c'est ça travailler. Voilà ce qu'on m'a fait croire que c'était le travail. Et quand j'ai réalisé que je pouvais travailler, faire des choses que j'aimais, en fait, il y a des fois où je faisais des trucs que j'aimais et à la fin on m'apprenait que j'avais travaillé. C'est ça en fait. Je faisais ce que j'aimais et on m'a dit putain mais tu travailles. Je dis putain mais c'est ça en fait. Ouais, la valeur travail, ça devrait être ça à la base. Eh On oui. parle tout le temps de valeur travail, en fait, c'est ça. Eh la vraie oui, valeur travail. pourquoi on a dissocié? En fait on a fait croire aux gens tu travailles, avec ça tu récupères de l'argent, avec de l'argent tu fais ce que t'aimes. Alors qu'en fait le schéma c'est tu fais ce que t'aimes assez longtemps et assez sérieusement pour que ça devienne un travail. Avec ce travail, tu fais de l'argent. Et avec cet argent, bah, tu fais ce que tu veux. On a toujours Mais ce, tu ce continues de problème faire ce que t'aimes avec des ça. gens qui ont un prêt ou un je sais pas quoi et qui doivent travailler quoi qu'il arrive et qui n'ont pas le temps de prendre ce temps de faire quelque chose très sérieusement au début, en fait. Alors après, est-ce qu'ils se donnent pas le temps? Est-ce que c'est une question de... Mais Ils font des choix, il faut sacrifier. Moi, je pense qu'il faut... C'est pour ça que c'est très intéressant de le faire jeune. Et moi, Moi, mon rêve, il m'a moi- toujours dit ça. Il m'a toujours dit, Ouais. avant que d'avoir un prêt à rembourser et une famille,
Voilà. Tente ce que tu veux. Et il faut tenter. Parce que moi, par exemple, il y a un humoriste à Montréal, François Bellefeuille, extraordinaire humoriste. Lui, il était vétérinaire. Commencé l'humour à, je pense, 32 piges. Et aujourd'hui, c'est une star de l'humour. C'est drôle. Et ça, je trouve que c'est des parcours encore plus impressionnants. Des gens qui, au final, ont touché à cette forme de sécurité et qui ont remis tous les risques et reparti tout à zéro. Ça, je trouve ça extraordinaire. Quand t'es jeune, t'as cette chance de pouvoir sacrifier ton confort, le mettre dans la balance et dire oui, je vais galérer. Mais je vais le faire jusqu'à ce que je sois bon. Et si t'es bon dans quelque chose, et normalement, tu peux te débrouiller pour en vivre. Ouais. Mais après, c'est différent. Tu vois, c'est marrant parce que moi qui étais en CDI, j'avais des salaires un peu confortables et tout. Là, quand je rentre chez moi parfois et que je compte mes billets, Ah ouais. tu sais que je me fais des têtes billets pour tenir cette semaine et tout. Ouais, Et que ouais. je fais des comptes. Je te dis, oh putain, c'est ouf. Mais C'est ouf. tu t'en fous en fait. Pour moi, l'argent, c'est plus un salaire mensuel. Pour moi, c'est vraiment combien j'ai pour l'instant et ça me permet de tenir jusqu'à quand. Exactement. Et en fait, du coup, là, je me rends compte que je peux tenir jusqu'à temps et que je rajoute un peu d'argent tous les jours en bossant le plus possible et je rajoute un petit peu de distance jusqu'au moment où j'ai plus d'argent en fait. Mais pour moi, c'est pas Exactement. une question de mensuel. C'est bon, bah là, j'ai de l'argent jusqu'à là, je crois que je peux tenir jusqu'au mois de juin si je m'arrête tout là complètement, tu vois. Bah, le but, c'est d'arriver jusqu'au décembre et puis de repousser le tapis, quoi. Exactement. C'est des vies de nomades, en fait. Bah, un peu. C'est genre, quand t'as un salaire, c'est un peu genre quand t'es sédentaire. Dans le sens où tu plantes, t'as ta récolte, tu sais quand est-ce qu'elle arrive dans l'année, tu sais combien tu vas prendre, tu vas avoir assez pour vivre, tu bouges pas. Quand t'es nomade, tu te déplaces et tu dis, bon, là, j'ai trouvé ça, là, je me déplace, j'ai assez pour me déplacer jusqu'à là-bas, je sais pas combien je vais récupérer en chemin jusqu'à là-bas, mais on va voir. Il y a quelque chose de beaucoup plus, et c'est ce que les gens ont, souvent ça effraie les gens, c'est quelque chose de complètement instable, mais en même temps, tu vois plus de paysages. Mais tu sais que c'est marrant parce que je pense qu'on a toujours différencié nomade de sédentaire et je pense que c'est peut-être une période enfin une époque du monde aujourd'hui où on devrait peut-être rassembler les deux mots et apprendre à être un sédentaire nomade, quoi, Ouais, genre, complètement dans en l'état fait. d'esprit. En fait, Genre, c'est exactement. drôle. Tu peux être sédentaire. Pose-toi, mais par contre, ça va Voilà. aller, quoi. Et un état d'esprit de nomade. Je te jure. Parce qu'au final, il y a une espèce de paix d'esprit là-dedans. Parce que je sais pas, t'es comme familiarisé avec l'imprévu. Exactement, c'est exactement ça, c'est marrant. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Ouais, c'est un truc de ouf parce que moi je me rends compte que limite en plus ouais aujourd'hui tu vis ta vie comme comme un auto-entrepreneur entre guillemets. C'est au début du mois tu vas te choper tes dates pour le mois, après Voilà. tu fais ta compta, tu vas demander à des gens qui t'ont pas encore payé de te payer, et en fait tu vis comme une petite entreprise mais juste c'est what et tes blagues, quoi. Exactement. Ouais, c'est drôle. Exactement. Petite transition rapide, c'est que j'en avais parlé avec Paul de Chavannes, je crois qu'il fait partie de ça, et toi tu le dis aussi sur scène, vous êtes des gens qui peuvent chiller, enfin ne rien faire pendant pendant une heure ou deux, genre rien faire. Ah ouais, énormément. Et ça, c'est un truc que j'ai posé à Paul la question et je veux te la poser à toi aussi parce que dans quel moment tu fais rien? Moi en fait, j'ai trouvé le cadre idéal dans lequel j'aime rien faire. C'est des terrasses. Ok. Moi, très souvent, je me mets en terrasse et je prends un café, petite cigarette. Là, je me pose. Des fois, j'ai de la musique. Pas tout le temps. Pas tout le temps, ça dépend. Ok. Et je te jure que je fais absolument rien. Je trouve Je suis ça ouf. assis, souvent posé, position confortable, et je fais juste regarder les gens. Et ce temps-là, il t'est nécessaire ou tu le fais comme. Enfin, Il m'est super nécessaire. ok. C'est ta forme de méditation à toi, quoi. Je pense que c'est une forme de méditation, mais c'est une forme de travail. C'est comme reconnecter avec le simple plaisir d'exister. Moi, Ouais, je ouais. trouve que c'est quand même très bien. C'est souvent, on essaie de tuer. Parce qu'en fait, le truc qui effraie les gens, c'est qu'à partir du moment où tu fais rien, tu te mets à penser. Bah oui. Et là, quand tu penses, les gens, ils aiment pas trop penser. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver dans eux-mêmes. Donc, ils préfèrent voir ce que les autres pensent, via des films, via des livres, et ça les rassure. Et je pense que c'est dommage un peu. Mhm. Je pense que c'est bien de savoir ce que les autres pensent, mais je pense que c'est bien de penser aussi. Et je pense qu'il faut accepter de le faire, parce que plus tu le fais, plus c'est simple. Bah, c'est le beat de Louis C.K. d'ailleurs où il est dans la voiture Et il pleure. et il se met à pleurer. Exactement. Quel bon beat. Ouais. Quel extraordinaire bout. Mais Ouais. c'est un peu ça, en fait. Et tu te poses et tu penses. Très rapidement, en fait, tu vas dans des fils de pensée. Moi, tout l'axe du 3e spectacle était là-dessus. Je disais que je m'ennuie. C'était sur l'ennui, en fait. Ok. Accepter de s'ennuyer. Et à quel point ça t'amène dans l'imaginaire et qu'au final, ça te fait apprécier plein de trucs. Et je trouve beaucoup de solutions comme ça. Et je trouve la majorité de mes blagues aussi comme ça. Ou de mes angles, ou de mes trucs, Ouais, mais ça c'est un autre truc. Ouais. Ok. On a combien de temps? Ouais, encore bon. Vas-y, j'ai encore 2-3 séquences vite fait, mais rapides. T'as tout ton temps. T'es célibataire, Ouais. ok?
Est-ce que ça vient de ton mode de... Parce que moi j'ai Ouais. l'impression que le mode de stand-upper m'empêchera à vie de trouver une meuf stable. Ouais, de ouf, frère. Mec, parce que comment tu veux faire, tu joues tous les soirs Non, mais surtout. et chaque chose Mais qu'elle oui. me dira, je vais le tourner en blague pour le dire sur scène. Mais oui, Je vais mais oui. l'écouter. Non, mais c'est insupportable. Et C'est ben- insupportable. C'est horrible. J'ai pas de temps à donner. J'ai pas d'oseille à offrir. Je suis égocentrique. Je vois tout à la blague. J'ai des phases de doute horribles. Bah oui, mais c'est chaud. T'as Tinder? Non, je déteste ça. Ouais, ça c'est une question que j'avais. Et puis J'ai déjà surtout- pensé, comme j'ai jamais eu Tinder, qu'est-ce qu'aurait été ma description? Ça serait quoi ta description sur Tinder? Ma Est-ce que ça serait description, roman, stand-upper, Non, t'es fou. T'es fou. Je sais même pas ce que j'aurais mis. cœur à prendre? Ah non, je sais pas, j'aurais mis. Rien. Non, je serais pas allé. C'est inimaginable. Ouais, non, mais c'est ça, c'est J'ai qu'en même fait, du moi, mal à le concevoir. moi j'arrive même pas à imaginer ma description de Tinder, c'est-à-dire que, en fait, je comprends. D'ailleurs, putain, je parle de Tinder. J'essaie à chaque fois de trouver la bonne blague sur Tinder, ça fait 3-4 que je teste, mais je pense qu'il y en a une qu'il faudrait que je teste, c'est vraiment ce côté, quand t'écris ta description, il se passe quoi? Je suis Ouais. tellement self-conscious, moi je pense que quand j'écris le truc, je me vois l'écrire et je me dis non, non, mais Mais c'est je pas. suis qui là? Non, non, c'est Ah pas ouais, possible. non, mais c'est impossible. C'est- Puis les meufs, il y en a qui me font. Mais je pense qu'il y a moyen, il faut juste. En fait, le truc, c'est que c'est. Arrive à un moment donné. Et puis en fait, il y a beaucoup de pièges parce qu'il y a des femmes qui tournent autour de ce milieu-là. Et puis qui aiment le fait que tu sois applaudi puis que tu sois ri. Mais les meufs, moi personnellement, qui sont là parce qu'elles t'ont vu sur scène, elles me connaissent pas personnellement dans la vie. Donc j'arrive pas à être attiré. Tu sais, elles viennent me voir, c'est très sympa. Et puis c'est nouveau. Tu sais, elles arrivent, tu sens qu'elles sont intéressées, mais qu'elles sont intéressées pour la scène. J'arrive pas à trouver ça séduisant. Mais il y a des fois. En fait, ce qui me plaît maintenant chez une femme, c'est une espèce de forme d'attitude, une espèce de rhétorique, en fait. Ça me plaît maintenant. Une femme qui sait parler, qui parle bien, qui est drôle, qui est aiguisée. Ça me... Mais après, tu sais que... Kristen Wiig, quoi. Ouais, mais tu sais qu'est-ce que je vais lui offrir à cette meuf-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah C'est après, trop ouais, difficile faut tomber une meuf comme ça et en plus après qu'elle ait le coup de foot pour toi parce que s'il y a pas le coup de foot c'est mort quoi. Tu peux pas Ouais, forcer la décision en l'amenant en Venise quoi. T'as ni le temps ni Exactement. l'argent. j'ai rien, je peux... Tu vois? Ah Ouais, non, c'est c'est chaud. horrible, c'est horrible. Parce qu'en plus il y a ce phénomène aussi de on fait plus beaucoup la taf. Je sais pas si tu vas en boîte. Non, non. Mais c'est ça. Si, ça m'arrive. Ça m'arrive. Non, des fois, je m'éclate le cerveau, je vais en boîte. Moi j'arrive plus à m'éclater le cerveau et je vais plus en boîte mais peut-être que c'est les 4 ans de plus ou peut-être que c'est comme je sais pas ce qui se passe mais moi je vais plus trop en boîte et sans les boîtes mec les moments de drague sont Ah, mais jamais, moi, ça me traverse même pas l'esprit, moi. mais c'est ça. Ça me traverse même pas l'esprit. Mais je le fais très rarement, la boîte. Très rarement. C'est juste que des fois, les éléments, tu vois, les stars sont alignés. Genre les étoiles, les stars, j'ai dit. Oui Les étoiles sont alignées et t'es en mode, ok, là, il faut que j'y aille. Là, ce soir, c'est là. Mais C'est mon soir. c'est vraiment pas naturel. Tu vois, Ok. sinon, ce que j'aime faire, c'est je me pose en terrasse, je bois du vin avec des amis, je fais des blagues. Voilà, Ouais, complètement ouais, mon genre de ouais, soirée. ouais. Ou dans un appart ce soir à FIFA quoi. Voilà, soirée FIFA, aller discuter avec des gens. Discuter avec des potes et ouais, rigoler. Ouais, Mais aller du regarder coup, un documentaire animalier. tout fonctionne, Ah ouais. mais juste pas en boîte. Parce Ah que non. du coup, quand t'es. Enfin, je sais pas à quel point ça va être compliqué de trouver quelqu'un ou pas avec ce métier de stand-upper. Bah oui, c'est compliqué. Moi, le jeu de séduction me fait mourir de rire. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire Et que puis moi par exemple, surtout, je peux plus envoyer de message. Le jeu de séduction par message, le jeu de séduction Tinder, je trouve ça très 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 compliqué. Non, non, Mais- moi, j'arrive pas. Mais même le jeu de séduction dans la vie, en fait. Le truc, c'est que c'est tout un jeu sur les deuxièmes degrés, la séduction. Il y a ce que tu dis avec les À mots. l'époque, ça l'était pas. À l'époque, c'est tu dansais au bal et tu chopais. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, les meufs, il faut leur parler de ouf. Il faut avoir une certaine forme de chat, je pense. Ouais, il faut. Ou Puis alors là, être ultra beau gosse. Ouais, être beau gosse, ou alors avoir beaucoup de charisme, ou savoir très bien s'y prendre. Mais moi, le truc, c'est faut jouer avec le deuxième degré. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu fais comprendre, il y a comment tu vas. Et ça me fait trop rire, moi. Parce que on fait ça dans la vie, on parle devant des... Et donc on va dire des trucs, mais moi il m'arrive de dire des trucs tellement malaisants. En fait, la situation me fait plus rire. Donc elle va me dire quelque chose et tu sais ce que tu devrais dire dans un jeu de séduction. Mais ça me fait chier, je me dis non, si je dis ça c'est beaucoup plus drôle. Là Ouais, tu dis bien ça, sûr, malaise bien sûr, énorme. bien sûr. Moi je trouve ça trop marrant, la meuf elle comprend pas, elle te trouve bizarre et elle s'en va. Et je m'en bats les couilles, je suis en mode je suis trop content, j'ai fait une blague de ouf. J'ai reçu un message récemment, genre il y a une meuf qui m'a envoyé un truc avec bisou cœur et j'ai paniqué. Et j'ai envoyé bis point et je me suis dit mec c'est trop pas et du coup j'ai attendu et j'ai pas su quoi répondre et j'ai fait enfin bisous et enfin, j'ai paniqué quoi, genre le coup de finir des messages, enfin bon, bref, les messages, les relations SMS tout ça, c'est j'ai l'impression en fait qu'on nous a appris à draguer en mode il faut utiliser la techno, enfin c'est pour ça que je parle de la relation entre la célibat et la technologie sur scène, mais c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est trop lié quoi et que, Ben oui. et que ça rend un peu ouf les gens Mais quoi. parce qu'il y a deux mondes en fait.
il y a qui tu es, il y a qui tu es sur les réseaux. Et comme les gens se parlent pas vraiment, ou du moins se rencontrent très peu vraiment, ils se rencontrent que via les réseaux. Mais tu sais qu'il y a, et puis il y a un autre truc, hein, c'est qu'il y a une différence aussi être en couple et entre guillemets aimer. C'est que je m'étais rendu compte récemment d'un truc qui m'a fait péter les plombs. Enfin, péter les plombs, non, je vais trop loin. Mais c'est que sur scène, je vois, on va dire, 1 heure de stand-up en moyenne par jour, tous les jours. Et je pense que le mot amour, c'est le mot que j'ai le moins entendu sur scène. Genre personne parle d'amour. Le Mais mot j'ai amour. un truc sur l'amour. Je sais, mais c'est très rare. Et le mot amour, ça veut dire quoi et tout ça, soit tu passes pour un niais, soit un con, soit un machin, ou t'as peur de te lancer dessus. Mais c'est un sentiment, je crois, qui aujourd'hui effraie vraiment parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est fixé par c'est bon Tinder. Parce que je suis sur scène avec Tinder, il y a plus que 25 célibataires en France. Tu vois, tout le monde a une date en cours ou un mec. Enfin, tu vois, tout le monde a matché, donc t'es plus célibataire dans ta tête. Et ce concept d'amour, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, tu sais, il fait peur un peu aux gens. Tu en oses pas trop. Après, je pense que si tu dis ça à quelqu'un de 50 piges, il tape une barre dans ta tête. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ? Grave. Devant ta tête, il explose de rire. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est proche de notre génération. C'est que, tu sais, l'amour, c'est le sujet de l'humanité. C'est le plus grand. C'est probablement la raison pour laquelle on est ici. Réussir à aimer les choses. Et le truc, c'est que on arrive à un âge où nous, tu sais, on a vu l'amour partout. On l'a vu dans les films, on l'a vu dans les chansons. Tout le monde nous en parle depuis tout le temps. On nous parle. Enfin, c'est tellement présent. Et on arrive à un moment donné où on réalise. En fait, on commence à s'y confronter vraiment. On n'en a plus l'image qu'on nous a vendue, on a la réalité des choses. Mais en fait, on a confondu amour et couple. On a confondu amour et désir. Ouais. On a confondu amour et jalousie. On a confondu amour et possession. On a tellement une génération. Bah, tu vois, un exemple con, je vais faire un épisode spécial sur le revenu universel bientôt. Et il y a un chiffre sur le revenu universel qui va avec l'amour et qui est très drôle sur le couple amour. C'est en fait, il y a déjà eu une tentative de revenu universel aux États-Unis sous Johnson. Ils ont fait ça dans toute une région. Et en fait, ils se rendent compte que quand ils mettent le revenu universel, bah, tous les chiffres augmentent, les bons chiffres augmentent, les moins bons chiffres descendent. Enfin, il y a plus de gens qui vont à l'université, plus moins de soucis de santé, plus de machin, parce que tout le monde a du revenu universel. Mais il y a une chose qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est pas que c'était pas finançable, c'est qu'il y a un chiffre qui leur a pas plu. C'est qu'en fait, bah, y a 50% de femmes en plus qui demandent le divorce. Et ils se sont dit, ah oui, merde, en fait, ouais, à partir du moment où tu donnes la même somme à une meuf qu'à un mec, elle va se barrer, quoi, évidemment. Et du coup, ils cassent toute leur structure et du coup, ils ont refusé le revenu universel pour pas casser leur modèle. C'est fou, ça, comme info. C'est une grosse info, je suis en train de la préparer là, mais parce que c'est un vrai truc. Je veux faire tout un truc sur le revenu universel et je trouve que c'est le chiffre le plus parlant. C'est qu'en fait, oh là là, on peut pas mettre le revenu universel parce que, bah, évidemment, les femmes vont divorcer. Mais c'est ce qu'il faut faire. Bah oui. On met le revenu universel, bah oui. Comme ça les femmes elles divorcent, comme ça les hommes ils apprennent à être vraiment séduisants Bah et oui, à agir de évidemment. manière à ce que les femmes restent parce qu'elles ont envie de rester ou qu'elles restent pas parce qu'elles ont envie de se Le problème, c'est barrer. que Trump, avec un Et revenu voilà. universel, il se tape pas Ivanka, quoi. Non, Ivanka, c'est sa fille, je crois. Enfin, c'est ma femme, quoi, Mélania. Tu vois, avec un revenu universel, Mélania avec un. Mais tant mieux pour tout le monde. Bah oui, c'est bien ce que je veux dire. C'est bien ce que je Tant veux dire. mieux pour Mais tout du le coup, monde. ce chiffre-là, je le trouvais dingue. Genre, c'est un sacré truc. Bon. On va faire juste, j'ai préparé quelques questions. Allez. Juste voir comment ça se passe. Et moi je dois répondre comment? Comme tu veux. Comme Justement, je veux. c'est très. Ok. Le dernier film qui t'a fait mourir de rire. Le dernier film qui m'a fait mourir de rire. Putain, c'est il y a longtemps. Il y a pas de stress. Je regarde plus de films. Ouais, Attends. c'est marrant, hein, c'est Will Ferrell qui faisait pareil. Il Pas regarde du- plus de films. Je regarde zéro. En fait, je regarde que des documentaires animaliers. Tu l'as vu Afrique Sauvage sur Netflix? Non. Afrique J'ai regardé Sauvage, tous les 5 Planet parties. Earth 2 là. Alors, Afrique Sauvage, il faut que je Afrique regarde. Sauvage, 5 parties. Il y a, c'est le meilleur documentaire animé que j'ai vu de ma vie. Oh putain. T'apprends des choses incroyables. Oh putain. Non mais vraiment tu vas kiffer hein. Genre c'est exceptionnel. Bon bref, la première célébrité que t'as kiffé, en fait le premier crush de célébrité. Genre tu sais la première, moi c'était par exemple je pense Kelly dans Beverly Hills. Ah ouais, non, moi c'est dans des clips de musique. Ah ok. Ouais. Moi la première meuf qui m'est rentrée Britney dans la teuté, non, c'était dans un clip de Shaka Shaka, I get so fly. Shaka Shaka, I get no time. Il y a une meuf à un moment donné, elle a éveillé ma vie. Ok. Et après ça, je suis tombé sur Newport Beach. Tu te souviens de la série Newport Beach? Ouais. Et Summer Roberts, elle s'appelait son Roberts. personnage. Comment elle s'appelle? Rachel Bilson. Oh, j'étais tellement. Elle a éveillé le désir en moi. Ouais, c'est le premier crush, ouais, complètement. Le moment où tu t'es dit ok je vais faire du stand-up toute ma vie. Quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour. Quand Ok. je suis sorti de la première audition de l'École nationale de l'humour. Ok. La fois la plus bizarre où on t'a reconnu. La fois la plus bizarre en Algérie. Ok. Là, très récemment, c'est une dont je me souviens. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Donc, le moment, il était fou.
On est dans la salle de spectacle, puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'adore tes vidéos. Je me disais putain, mais c'est super. C'est super. C'est des vidéos que j'ai tournées à Montréal. Moi, je suis français. Et c'est une Algérienne en Algérie qui me dit je kiffe, c'est trop marrant. Je me dis mais putain, c'est super. C'est ouf. Donc c'était bizarre d'émotion en fait. Ok, cool. Est-ce que tu t'es déjà battu? Une fois malheureusement. Ok. Ouais, j'ai détesté ça. J'avais 13-14 ans. Un de mes amis s'embrouillait. Là, je suis venu, je me suis battu avec le gars avec qui il s'embrouillait. Et finalement, tout mon quartier voulait me niquer pendant des années. Ok. Ouais. C'était très relou, mais ça m'a fait apprendre plein de trucs. Ok, t'apprends du coup. Ouais, je suis passé rester chez moi, je regardais des vidéos. Ça a changé plein de trucs pour moi. Ok. Le petit mensonge que tu fais sur toi. Par exemple, moi, ça m'arrive de dire à des gens que je suis 1m74 alors que je suis 1m73. Très chaud. Ah ouais. Ça m'arrive. Mais c'est tu sais, genre. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, Ah ouais, non, si des fois il m'arrive de dire non, mais je fume pas tant de drogue que ça. Ok. Ça m'arrive régulièrement de dire non, mais c'est très occasionnel. Ok. Bah écoute, on le tient. On le tient. Bah écoute, non, bah on va pas tarder à arriver à la fin du truc. Y a un truc dont tu veux parler, toi? Ben toi, comment tu vas? Comment toi t'abordes cette année 2018 alors? Là on la commence. Comment t'aimerais la finir? Avec Non, 50... comment t'aimerais commencer 2019? Ok. Voilà commence 2018. Ok. Comment t'aimerais commencer 2019? Voilà ma question. Bah, j'aimerais commencer 2019 en enregistrant un podcast qui serait... En gros, je veux qu'il y en ait un chaque semaine et du coup, il y en aura un à ce moment-là et du coup, je vais en enregistrer un ce jour-là. Parce que quand j'ai lancé un Café au 7, j'ai appelé le premier épisode 001, un peu symboliquement. Parce que ça sera tous les samedis et pour l'instant, ça fait 18 semaines et il y a eu 18 Café au 7, il n'y a pas de coupure. Du coup, voilà, enregistrer le 18e plus 52 plus 1 Café au 7, je sais pas combien ça fait. Ah ouais. Ça serait cool. Et puis d'avoir un bon gros plateau le soir sur lequel jouer en fait. Non, en fait, je suis là quoi. Si ça commence comme en 2018, je suis yam quoi. Parfait. Quand est-ce que dans ta tête tu places ta première heure? Alors, j'ai fait ma première demi-heure symboliquement après un an de stand-up. Depuis, j'en ai fait 3. Enfin, j'en ai fait celle-ci plus 2. Et je me suis dit que symboliquement, j'aimerais finir ma deuxième année stand-up par 1 heure, en mode one shot. C'est une bonne idée. Juste pour ça. savoir ce que c'est d'être sur scène pendant 1 heure. Et ça nous amènera à quelle date ça? Bah, ça serait fin mai 2018, quoi. Ah ouais. Le problème, c'est que dans mon heure, il y aurait la grosse demi-heure que j'ai maintenant. Mais sauf que dans la grosse demi-heure que j'ai maintenant, les gens qui viennent me voir sur scène, Ils la connaissent maintenant. ils la connaissent et il n'y a plus aucune blague étonnante. Et je me vois pas écrire 1 heure, quoi, d'ici mai. Donc, il me faut une base. En fait, donc l'idée, c'est au moment des 2 ans, t'as une autre demi-heure que celle que t'as faite Exactement. avant. Mais je pense que t'as raison dans le sens où l'objectif, je pense pas que tu devrais le placer dans jouer 1 heure quelque part. Je pense que tu devrais le placer dans avoir 1 heure de matériel. Ouais. Que si on t'appelle demain et qu'il faut que tu fasses 1 heure, bah, tu peux le faire. Ça, je pense que ça représente plus en réalité que juste faire c'est hyper réel d'avoir 1 heure, je trouve. Tu sais, genre, c'est wow, ok. Ouais, c'est bien. Tu te dis, voilà, si on m'appelle pour faire 1 heure, je peux faire 1 heure. Tu vois, donc ça, c'est plutôt. Bah écoute, on verra. Genre, ouais, je pense que d'ici 6 mois, j'en ferai peut-être une, du coup. Bah, je te le souhaite, ce serait bien ça. Écoute, on va finir là. Merci de m'avoir posé des questions. C'est la première fois qu'on me pose des questions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis bah voilà, comment on finit cet épisode en disant salut ou en raccrochant en direct? On peut dire aux gens faites ce que vous aimez et essayez d'être aimé pour ce que vous faites. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite
qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera, à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté.